Alors, dans la programmation, il y a des sujets qui sont importants et des sujets où les choix sont parfois difficiles. Alors, par exemple, un sujet comme ça, c'est par exemple, est-ce que c'est mieux de mettre les accolades à la fin de la ligne ou au début de la ligne d'après, par exemple? Alors ça, je ne me lance pas là-dedans parce qu'on n'a qu'une vingtaine de minutes. On n'arrivera jamais à couvrir ça. Un autre sujet qui est à la fois important et où les choix sont difficiles, c'est par exemple de dire quel est le meilleur éditeur entre Vim et WordPad, sachant qu'il y en a un où c'est facile d'éditer du texte et un où c'est facile de quitter. Pareil, je ne me lance pas là-dedans pour que 20 minutes. Un autre sujet important et où c'est difficile de faire des choix, c'est comment on écrit ses tests. Alors ça, pareil, ça prendrait plus que 20 minutes. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est un aspect de l'écriture des tests qui, moi, m'a permis de beaucoup plus facilement prendre des décisions au quotidien quand j'écris mes tests. Alors, pour ceux que je ne connais pas, moi, c'est Jonathan. Je suis architecte chez Doctolib depuis 2 ans. Et en tout, ça fait 12 ans que je suis développeur. Et sur cette période-là, la majeure partie, je ne sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans, pour moi, les tests, c'était complètement obscur. C'est-à-dire, j'étais complètement perdu. Donc, comment on écrit des tests, qu'est-ce qu'on choisit comme test, etc. Aucune idée. Et puis, il y a un moment où j'ai fini par avoir connaissance de la pyramide des tests. Alors, la pyramide des tests, c'est le best practice qui dit c'est mieux de faire un maximum de unit tests. Ça veut dire, si idéalement, on pouvait couvrir toutes les classes et toutes les méthodes de chaque classe avec des unit tests, ce serait parfait. Et un minimum de tests end-to-end et un entre-deux des tests entre les deux. Alors, j'avais l'impression que ça allait résoudre tous mes problèmes. Et en fait, c'était peut-être pire que ne rien savoir. Parce qu'en essayant de mettre un maximum de unit tests partout, etc., c'était pire que ne pas écrire de tests, je crois. Peut-être pas pire, mais pas loin d'être pire. Mon code, il était devenu horrible. Les tests, ils étaient toujours verts ou alors rouges parce qu'ils avaient été cassés pour de mauvaises raisons. Donc, ça faisait plus de maintenance. Alors, est-ce que c'est vrai que plus il y a de unit tests, mieux c'est? Alors, si c'est vrai que plus il y a de unit tests, mieux c'est, ça veut dire que les bénéfices des unit tests sont toujours plus grands que les coûts des unit tests. Alors, quels sont les bénéfices des unit tests? Est-ce que vous voyez comme ça des bénéfices qui sont spécifiques aux unit tests et qu'on ne retrouve pas tellement dans d'autres types de tests? Ouais, par exemple, c'est rapide à exécuter. Ouais, le scope est petit et du coup, ils sont plus faciles à débugger, dans le sens où si l'unit test est rouge, comme il n'y a pas beaucoup de code derrière, le problème n'a pas beaucoup d'endroits pour s'échapper. Effectivement. D'autres avantages? Alors, plus facile à écrire, ça dépend un peu des frameworks de test. Des tests end-to-end avec Capybara, par exemple, en Ruby, c'est vraiment très facile de les écrire. On dit, connecte-toi à telle URL, vérifie que le bouton est là, clique, machin. Donc ça peut être le cas, ça peut être facile ou difficile dans les deux cas. Est-ce qu'il y a de spécifique, encore comme avantage au unit test? Ça peut éviter... Alors, ouais, ça évite les régressions. Après, il y a d'autres types... Comment? Ça signale les régressions. Ça signale les régressions. Après, il y a les tests end-to-end aussi qui signalent des régressions. Il y a des tests unitaires qui ne signalent pas de régression. Bon, il y a d'autres... Ouais. Ouais, c'est vrai, on peut faire plus facilement peut-être du TDD avec des tests unitaires, parce que ça permet de les tourner plus vite, parce qu'il y a à la rapidité. Après, on peut commencer par écrire des tests end-to-end aussi avant de développer la feature et développer la feature jusqu'à ce que le test soit vert aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est plus facile d'itérer plus rapidement avec les tests unitaires. Moins de dépendance. Ouais, alors, moins de dépendance parce que ça va cibler une petite partie du code. Mais après, du coup, ça crée pas mal de
l'occasion d'avoir des mocks aussi. Du coup, on finit par dépendre un peu parfois d'interface, parfois pas. Ça dépend de ce qu'on unit test. Ça dépend, quoi. Il y a plein de ça dépend. Alors, bon, il y a plein d'avantages. Un autre auquel j'avais pensé, c'est qu'ils sont faciles à localiser, dans le sens où si on veut savoir quel unit test passe par une certaine ligne de code qu'on est en train de changer, a priori, l'unit test, il n'est pas très loin, il est dans un fichier d'à côté ou dans un répertoire /test à côté, par exemple. Ils sont plus faciles à débugger, comme tu avais dit. Donc, il y a plein d'avantages. Maintenant, est-ce que vous voyez des coûts des unit tests, et là encore, des coûts qui sont spécifiques aux unit tests et qu'on retrouve moins sur d'autres types de tests? Les mocks, ouais. Il y a plus de mocks dans les unit tests, tout à fait, ouais. Ils sont très dépendants de l'implémentation. Ouais, ils sont dépendants de l'implémentation, ouais. Ils sont nombreux. En quoi c'est un coût, le fait qu'ils soient nombreux? Plus de maintenance, ouais. Vous voyez d'autres coûts spécifiques aux unit tests? Ils sont peut-être plus fragiles aussi. Plus fragiles, ouais. Ils ne sont pas très métiers. Ils sont... c'est un peu lié, en fait, c'est lié à l'implémentation. Ouais, ils sont peut-être moins facilement proches du métier qu'un test qui réplique l'utilisateur, ouais, tout à fait. Ils ralentissent l'intégration. Comment ils ralentissent l'intégration? À chaque fois qu'il y a un développement, on va relancer toute une partie de test unitaire pour que ce soit validé, que ce soit implémenté dans la branche principale. Ouais. Bon, après, on peut lancer aussi même tous les tests, je pense. Mais c'est vrai, ouais. Tout à fait. Ils s'en prennent plein la figure, les unit tests, ce soir. Dans le chat, quelqu'un dit on en écrit pour des trucs évidents, sans valeur. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est facile d'écrire des unit tests sans valeur. Hein. Ok, alors, il y a un coût qui regroupe un peu plusieurs des coûts que vous avez mentionnés, dans lesquels je voudrais creuser. Alors, pour ça, on va voir un exemple. Alors, attention, ce n'est pas du TypeScript. En l'occurrence, c'est du Ruby, mais en vrai, ça n'a aucune importance, ça peut être n'importe quoi. Je l'ai écrit parce qu'en ce moment, je fais du Ruby, je l'ai écrit en Ruby. C'est une fonction qui a vraiment un spécial avec le langage, qui prend en argument deux arguments, en l'occurrence censé être des strings, donc un prénom et un nom de famille, et qui return une string qui est l'assemblage des deux avec un espace au milieu pour le formater. Quoi. Okay. Alors, mettons qu'on couvre cette fonction avec des unit tests. Okay. On va dire qu'on essaye avec un prénom et un nom, on essaye avec juste un prénom, on essaye avec juste un nom. Mettons qu'on écrive autant de unit tests qu'il est nécessaire pour qu'on soit parfaitement serein sur cette fonction. On peut l'écrire en passant des nils, on peut l'écrire en passant des ints, on peut l'écrire en quoi que ce soit. Mettons qu'on a fait toutes les combinaisons et qu'on est vraiment parfaitement couvert. OK. Alors, ce nom formaté, mettons qu'on l'utilise dans une autre fonction. Donc, on le passerait en premier argument de cette deuxième fonction. Donc, cette deuxième fonction, elle rédige un email. Alors, là, il est marqué email avec des signes bizarres à côté. C'est juste quelque chose qui délimite le début et la fin d'une string multiligne en Ruby. Ouais, des airdoc, exactement. Je ne sais pas si c'est plus clair en disant airdoc ou en disant une string multiligne. Et, du coup, faites pas trop attention à ça. L'idée, simplement, que ça écrit une string multiligne avec deux possibilités selon le langage et selon d'autres paramètres. Okay. Bon, en prod, on utiliserait une lib de traduction, mais peu importe, c'est pour illustrer le point. Donc là, pareil, mettons qu'on écrit plein de unit tests autour de cette fonction. On teste avec un nom en anglais, en français, toutes les combinaisons possibles. On met plein d'unit tests jusqu'à ce que, pareil, on puisse dormir sur ses deux oreilles avec les tests de ces fonctions et de l'autre fonction. Tout va bien. Là, on est heureux. Jusqu'au jour où on veut changer ce code. On veut le changer peut-être pour faire du refactoring ou peut-être parce qu'on veut rajouter une feature dans le coin. Okay. Alors, il y a quelque chose qu'on pourrait changer pour l'améliorer. C'est quand on regarde cette fonction-là, si on plisse un peu les yeux, il y a quand même un pattern qui se répète. Il y a une sorte de grande ligne comme ça qui est là deux fois. On a l'impression que c'est dupliqué. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on sent qu'il y a un concept un peu dupliqué. Ce concept d'assembler le titre, dire monsieur, madame ou rien, avec le reste du nom. Finalement, peut-être que ce serait préférable que cette responsabilité-là, elle soit dans la fonction du début, de sorte qu'elle fournisse un nom vraiment complet. Quoi. Alors, faisons le refactoring. Donc là, on revient à la fonction du début.
on lui met cette nouvelle responsabilité, de sorte qu'elle va produire un nom complet avec, par exemple, Mr. John Doe. Et du coup, la fonction qui rédige un email, eh ben, c'est parfait, elle devient beaucoup plus simple, elle devient beaucoup plus concentrée sur le fait de rédiger un email. Et là, on est encore plus heureux. Alors, est-ce que dans ce changement-là, est-ce qu'on a introduit une régression? Comment savoir si on a introduit une régression? Ouais, on lance des tests. Pour savoir si on a introduit une régression, on va lancer les tests. Alors là, on a 6 tests. Dans la fonction d'avant, on avait 3 tests. Okay. D'après vous, combien sur ces 9 tests sont verts? Alors, c'est un peu vite, le code, etc. Donc, c'est plus un gut feeling là, que vous allez avoir. D'après vous, sur les 9 tests, il y en a combien, vous direz, qui sont restés verts? Tous, donc 9, 3, 6, 0, 10. Comment c'est possible, 10? C'est un code qui génère ces tests. Eh bien, la bonne réponse est effectivement 0. Incroyable. 0. Pourquoi 0? Alors, il y a déjà, effectivement, il y a la signature de la première fonction qui a changé. Elle a un paramètre de plus. La deuxième fonction, sa signature n'a pas changé. Elle a toujours 3 paramètres. Mais malgré tout, tous ces tests sont cassés. Pourquoi tous ces tests sont cassés? Eh bien, c'est parce qu'elle a changé de responsabilité. Alors, on ne voit plus la même chose qu'avant. Mais du coup, tous les tests sont rouges, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une régression. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne sait pas s'il y a une régression. En l'occurrence, il y a une régression. Un truc énervant avec les espaces. S'il n'y a pas de particules au début, il faut s'assurer de ne pas mettre un espace, pas mettre 2 espaces consécutifs, etc. Là, je me suis laté. Alors, en plus, je me suis aperçu, après avoir fait les slides, que je m'étais laté. Donc, c'est un vrai latage, sincère. Et les tests ne nous indiquent pas s'il y a une erreur ou pas. Donc, du coup, ces tests unitaires, sur cet exemple, c'est une catastrophe. Ça ne veut pas dire que tous les tests unitaires sont une catastrophe, mais sur cet exemple, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que déjà, il faut les réécrire, parce que soit les interfaces, les signatures ont changé, soit les responsabilités ont changé, on ne s'attend plus à ce que les fonctions fassent la même chose. Il faut réécrire tous les tests. Franchement, c'est une des tâches les plus désagréables, surtout quand on le découvre en lançant les tests, quand on pense qu'on a fini, quoi. Et ces tests n'ont pas donné de coverage pour savoir si on a cassé quelque chose ou pas. Donc, non seulement ils ne nous aident pas, mais en plus, ils nous rajoutent du travail. Donc là, le bilan de ces tests en particulier, sur ce code en particulier, et sur les factories en particulier, nul. Alors, donc ça ne veut pas dire que tous les tests unitaires sont nuls, mais ça nous permet d'illustrer un principe naturel qui arrive quand on écrit des tests. C'est que quand on écrit des tests, d'une certaine manière, on fige des interfaces. Quand on écrit des tests, on se commit à des interfaces, surtout si on le fait dans le cadre d'une pyramide. On se dit les tests à un niveau. Eh ben, au niveau du dessus, il y en a beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins de coverage. C'est-à-dire que quand on teste à un niveau, c'est là qu'il y a le coverage. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est l'interface qu'on teste, et d'une certaine manière, on a un peu figé cette interface. Et ce principe-là est tellement important et tellement sous-estimé de mon expérience. Vraiment, je pense que ça vaut le coup de vraiment le lire et le relire. Pour faire ça, je vous propose qu'on le lise dans une autre couleur. Et je vous propose qu'on le lise dans une autre police. Et pour vraiment laisser une empreinte dans vos cerveaux, et je sais que c'est injuste, on va le lire en Comic sans MS avec une animation qui tourne. Donc les tests, ça fiche les interfaces. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de tests, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte le fait que ça fiche les interfaces pour savoir si est-ce qu'on est prêt à figer une interface pour avoir tous les bénéfices qui viennent avec les unit tests. Alors du coup, on peut se poser la question. Alors, pardon, ça, c'est notre principe de test numéro 1 chez Doctolib, c'est de tester les interfaces qui valent le coup de ce comité, de tester les interfaces
qu'on est prêt à figer. Alors du coup, naturellement, on va se poser la question, quelle interface valent le coup de ce comité? Alors, là, jusqu'à maintenant, j'ai présenté ça comme un coût. Et là où c'est vraiment un coût de ce comité, c'est là où c'est un coût élevé même, c'est quand c'est sur des interfaces qui ne sont pas bien designées. Des interfaces qui ne sont pas claires, des interfaces qui n'ont pas une responsabilité bien limitée. Une interface, si par exemple vous avez travaillé avec du code legacy, vous pouvez imaginer une méthode ou une fonction que vous avez vue dans votre code legacy et donc une interface qui n'est pas bien designée. Tester, figer cette interface-là, c'est un gros coup, parce que si elle n'est pas bien designée, elle va être malléable, elle va bouger au fil du temps, un peu malgré elle, et du coup, ça va faire que rajouter de la maintenance de test et pas donner de coverage de toute façon. De manière générale, là où c'est un coût, qui peut être élevé ou pas élevé, c'est quand c'est du code qui est à l'intérieur du code d'une équipe. C'est-à-dire on prend un commitment envers soi-même, qui n'impacte personne d'autre que soi-même, du coup on paye ce coût. Maintenant, il y a des cas où on peut limiter ce coût et où ce n'est pas trop un problème. Ouais, question? Ah ouais. Ouais. On va voir. Ah ouais, je crois que j'ai un faux contact sur mon adapteur. C'est bien là? Ouais, vachement stable comme ça. Bon, espérons que ça tienne. Alors, il y a des... Ah, merci. S'il ne marche pas, je vais en prendre un autre. Comme vous pouvez voir, cette magnifique morsure sur mon câble. Je passe plus les tests. Mais il y a plein d'unités qui sont restés verts dans cet adapteur. Alors. Je vais essayer de parler en même temps. Magnifique, merci beaucoup. Alors, il y a des cas où, on a dit, où ce comité figer une interface est un coût. Il y a des cas où ce n'est pas un coût. Ou en tout cas, on peut vachement limiter le coût. C'est, par exemple, du coup, à l'inverse, quand on design des interfaces en gardant en tête un objectif qu'elles soient stables dans le temps. Si elles sont stables dans le temps, ce n'est pas un problème de les figer. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait des interfaces qui vont être stables dans le temps? Il y a plusieurs approches. Par exemple, c'est de s'assurer qu'on est sur une interface qui a une responsabilité. Comme ça, comme elle en a une, elle est très claire, et du coup, elle existe dans l'absolu, et du coup, elle a moins de chances de changer qu'une interface qui a plusieurs responsabilités qui n'est pas très claire. Un autre aspect, c'est de faire des objets qui représentent des concepts qui existent dans le domaine métier de l'application. Parce que le domaine métier de l'application, c'est quelque chose qui existe, qui existait même avant l'application. Par exemple, chez nous à Doctolib, notre domaine métier, c'est la santé. Il y a des concepts de santé, de patients, de médecins, de rendez-vous, etc., qui existent dans l'absolu et qui sont stables. Et du coup, avoir des interfaces qui reflètent ces gros sujets métiers ou des sujets métiers plus fins, c'est une manière d'avoir quelque chose qui a un sens et qui est stable. Faire des interfaces qui sont faciles à utiliser. Et ça, pour le coup, ça se voit quand on essaie de les utiliser, même quand on essaie de les utiliser dans les tests. Du coup, si elles sont faciles à utiliser, il y aura moins de raisons de les rendre plus faciles à utiliser. Faire des interfaces qui ont un sens, de manière générale. Ça, c'est le cœur de cette présentation. Okay, le principe que je veux vous faire passer, c'est de tester les interfaces sur lesquelles on est prêt à se committer. Et comment on fait une interface qui est prête à se committer, c'est ces aspects-là, moi, que j'ai utilisés, que j'ai trouvé utile. Voilà, le reste, ça s'articule autour de ça. Un exemple tout bête d'interface sur lequel il n'y a aucun commitment, c'est les algorithmes. Par exemple, si on écrit un algorithme de tri pour trier un tableau, par exemple, c'est une spec qui est complètement objective, qui ne va jamais bouger. Et du coup, il n'y a aucun commitment. Alors après, est-ce que c'est bien d'écrire son propre algorithme pour trier un tableau? Alors non. Mais ça illustre le principe. Si on a des algorithmes maison, quoi, c'est parfait, les unit testés, il n'y a pas de coût. Et en plus, on a tous les bénéfices des unit tests, donc c'est parfait. Et même, il y a des cas où le commitment en soi, c'est un bénéfice. C'est par exemple quand on écrit du code qui va être utilisé par une autre équipe
ou à plus forte raison qui va être utilisé par plusieurs autres équipes. Et là, du coup, on sait qu'on se commit. Du coup, ils vont pouvoir compter sur le fait qu'on ne va pas changer tout le temps et qu'on ne va pas les forcer à changer tout le temps. Du coup, c'est un avantage en soi. Et à plus forte raison si on fait une API qui va être utilisée par même d'autres personnes à l'extérieur de l'entreprise. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé d'interface, de code, de méthode, de fonction, de classe, etc. Si on recule un peu sur un site web et qu'on regarde les différentes interfaces qu'il y a, eh ben le même principe s'applique. Alors, par exemple, comment ça fonctionne un site web grosso modo? Grosso modo, on a un utilisateur. Grosso modo, il a un device. Dans le device, il y a un browser. Dans le browser, il y a le code du front-end. Dans le code du front-end, il y a les trucs du front-end. Alors, par exemple, on utilise React, mais ça pourrait être autre chose. Il y a d'autres trucs que les composants du framework, plein d'autres trucs. JavaScript ou TypeScript. Disons TypeScript, c'est ça. Le front-end, il interagit avec le back-end. Dans le back-end, il y a une interface HTTP. Alors, chez nous, on utilise du Rails, du Ruby on Rails. Du coup, c'est un modèle view controller. Si vous ne savez pas ce que c'est vraiment pas grave, peu importe. Pour ceux qui savent ce que c'est, il y a des contrôleurs, il y a des modèles, il y a des vues, il y a des policiers, il y a tout plein d'autres classes, tout plein d'autres trucs dans le back-end. Et le back-end interagit avec la base de données. Grosso modo, comment marche en tout cas notre site web. Alors, sur ce schéma, chaque rectangle est un type d'interface. Et il existe des technologies pour tester chacun de ces types d'interfaces. Eh bien, le principe qu'on a dit que écrire des tests, c'est figer une interface, il est aussi valable sur toutes les interfaces de ce système. Je prends un exemple pour illustrer. Les tests de composants front-end. Par exemple, pour React, on utilise React Testing Library, ou pour d'autres frameworks, on utilise le framework Testing Library, par exemple, ou d'autres trucs, ou Jest, ou quoi, ou les deux, peu importe. Mettons qu'on fasse un test de composants front-end. Alors, c'est vachement rapide. Il y a un DOM qui est généré localement, on regarde ce qu'il y a dedans en le parsant, ça va très vite, etc. C'est chouette. Mais dans le test, il n'y a pas Internet. Du coup, si le composant veut faire un appel au back-end, il faut faire quelque chose parce qu'il ne pourra pas le faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, on va faire un fake ou un mock, peu importe comment on l'appelle. Alors, on pourrait le faire en geste, comme tu as dit, horrible, painful, quoi. Pain. Ou alors, on pourrait le faire avec un autre truc, painful aussi, parce que c'est un fake. Par exemple, MSW, qui est une librairie pour faire ce genre de choses. Et le fake, il aurait le contrat. Il dirait par exemple, quand on appelle l'URL /greeting avec le verbe get, eh ben, on va renvoyer un payload avec marqué greeting de point hello there, par exemple. On mettrait ça dans le test. Donc, mettons qu'on a fait comme ça. Donc, on a notre front-end qui est parfaitement testé et super rapide. Pour le back-end, on peut aussi faire des tests qui invoquent l'API HTTP. Et du coup, pareil, c'est relativement rapide, en tout cas comparé à des tests end-to-end. Et là, mettons qu'on a parfaitement couvert le back-end. Et mettons qu'on s'est aussi assuré que le back-end était en ligne avec le front-end, avec des tests de contrat ou il y a des outils qui permettent de s'assurer que les deux ne divergent pas. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a tout testé, tout est local, tout est rapide et c'est parfait. Mais en faisant ça, eh ben, on s'est commité, on a figé le contrat entre le front-end et le back-end. Parce que du coup, ce contrat, il est écrit dans les fakes et dans les tests de back-end. Et on a aussi figé l'interface du composant. Parce qu'un composant, il a aussi ses inputs, qui sont les props en React. Il a son output, qui est render. Il a ses responsabilités. Donc, il a son interface à lui. Et on l'a aussi figé en mettant les tests autour de lui. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est à voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut se poser la question. Pour une interface donnée, il faut se dire, est-ce que je suis prêt à la figer pour avoir les bénéfices qui vont avec? Parce que du coup, si on la fige et qu'on change le contrat qu'on a figé, du coup, on a les mêmes problèmes que tout à l'heure, à savoir, il faut réécrire les tests, et sur un changement de contrat, les tests ne donnent pas de coverage. À l'inverse, si on regarde les tests les plus extérieurs au système, c'est les tests par définition end-to-end. Alors, sur un site web, ça va être des tests, par exemple, qui vont ouvrir un browser et qui vont cliquer dedans et s'assurer que ce qui est displayé est bien ce à quoi on s'attend. Ces tests-là qui sont à l'extérieur, eux, pour le coup, ils sont invulnérables
à tout changement à l'intérieur du système. Pour peu qu'il soit bien écrit, ce n'est pas tellement le sujet là, mais pour peu qu'il soit bien écrit, qu'il soit découplé de l'implémentation, on peut changer les classes, on peut bouger les choses entre les classes, entre les méthodes, on peut changer le contrat entre le front-end, le back-end, etc. Le test end-to-end, il ne change pas, il n'y a pas besoin de le réécrire, et il continue à donner le coverage qu'il avait avant la modification. Alors, du coup, si on fait le point, si on compare unit test et end-to-end test en oubliant un instant la pyramide, et qu'on regarde cette comparaison à la lumière du principe qu'on a dit de tester les interfaces sur lesquelles on est prêt à se committer. Alors, avantage des unit tests, c'est qu'ils peuvent être relancés très fréquemment, comme tu avais dit, facile pour faire du TDD, ils prennent quelques millisecondes, on peut les lancer très facilement, c'est un vrai avantage. Inconvénient, par contre, ils sont plus proches de l'implémentation, et du coup, ils sont sujets plus fréquemment à devoir être réécrits et à avoir les problèmes qu'on a dit. Et en plus, contrairement au test end-to-end, ils sont plus difficiles pour vraiment émuler l'expérience de l'utilisateur. Les tests end-to-end, c'est l'opposé. Ils ne peuvent pas être relancés à chaque fois qu'on change une ligne. Ça, c'est un problème. Mais à l'inverse, ils laissent l'implémentation facile à changer et ils donnent l'avantage de faire comme d'émuler un peu l'expérience utilisateur. Maintenant, la pyramide dans tout ça, elle dit faites plus des unit tests que des end-to-end tests. Alors, quand on voit ça, on voit pas pourquoi. Les deux ont des avantages et ont des inconvénients. Pourquoi une pyramide? Pourquoi pas un carré? Pourquoi pas une étoile? Pourquoi une pyramide? Alors, il y a un aspect des end-to-end tests, je vais finir avec ça, c'est qu'ils peuvent devenir chers. Ils peuvent devenir chers si on a beaucoup d'end-to-end tests et qu'on les lance très souvent, ça demande beaucoup de machines et du coup beaucoup d'argent. Alors, est-ce que c'est un vrai problème? Franchement, ça peut être un problème. Je pense que c'est un problème qui est un peu surestimé. Juste une parenthèse. À Doctolib, on aime un peu plus les end-to-end tests que la moyenne. On a plein d'unit tests aussi, mais on n'est pas trop anti-end-to-end test. Et on a été comme ça pendant 9 ans. Et c'est seulement au bout de 9 ans que c'est devenu un peu cher, c'est devenu un peu trop cher et qu'on ajuste un peu notre stratégie. Mais si on se dit, voilà, c'est trop cher les end-to-end tests, on veut passer sur des unit tests, si on dit juste ça, on va droit dans le mur, quoi, droit dans la pyramide. Et maintenant, il faut quand même trouver une solution pour ne pas avoir des coûts trop élevés. Comment on peut faire? C'est de se dire, tester les interfaces sur lesquelles on est prêt à se committer. Et donc, designer les interfaces ou refactorer les interfaces pour qu'on soit prêt à se committer. Et là, et seulement là, on peut changer nos tests et les mettre sur des interfaces qui sont plus basses dans le code, plus basses dans la pyramide, et même, pourquoi pas, obtenir une forme de pyramide. Mais avoir une pyramide d'emblée aveuglément, c'est une vie de souffrance, quoi. Et du coup, c'est ça le principe, moi, que j'ai découvert un peu trop tard, à mon goût, c'est de tester les interfaces sur lesquelles on est prêt à se committer et qu'on est prêt à afficher. Merci. Vous avez des questions où ce sujet est tellement peu controversial que tout le monde est d'accord et que c'est très simple? Ouais. Après, dans les tests, est-ce que tu ne testes pas plusieurs fois la même fonctionnalité? Typiquement, pour prendre rendez-vous, il faut se connecter. Est-ce que tu ne testes pas 50 fois dans tes 50 tests aussi? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, je vais la répéter. Alors, la question, c'est si on a des tests unitaires, est-ce qu'on ne va pas du coup se retrouver à tester plein de fois la même fonctionnalité, typiquement le login, parce que tous les tests, ils vont commencer par la première chose, le login. Oui, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est un problème? En première approche, quand on démarre, si on démarre un projet, ce n'est pas un problème. Pourquoi c'est un problème? Ça va être on va avoir un peu plus de temps CPU pour faire les logins, mais jusqu'à ce que ce soit vraiment un problème de perf. Comme toujours, les problèmes de perf, ça devient un problème quand c'est visible, quoi. Après, si au bout d'un moment, on se dit, voilà, on a vraiment des milliers, des dizaines de milliers de tests et que chacun teste le login et que ça nous ferait gagner beaucoup de temps et d'argent d'arrêter de tester ça, on peut faker le login. Par exemple, on peut typiquement injecter une dépendance et faker le login et du coup faire que le login soit instantané, quoi. Et le tester pour de vrai juste dans un petit subset de unit test. Donc oui, ça peut devenir un problème, mais c'est un problème qui n'est pas insurmontable. Autre question? Oui?
Ouais, alors la question c'est, et les tests d'intégration du coup? Les tests d'intégration, ils suivent le même principe. Ils ont aussi des interfaces. C'est des interfaces qui vont couvrir plus qu'un seul composant. Ils vont couvrir plusieurs composants. Mais tout comme les unit tests, et même les tests end-to-end, ils vont avoir une certaine interface contre laquelle le test va tester. Et du coup, on peut suivre le même principe qu'on va choisir des interfaces sur lesquelles on est prêt à se committer et à figer. D'autres questions? Oui? Alors moi j'ai une question, c'est simple, c'est comment tu implémenterais, quelle serait ta stratégie dans le cadre où tu arriverais sur un projet où il n'y a pas du tout de test. Et on dit, voilà, maintenant ce serait trop bien si on pouvait avoir des tests. Alors, la question c'est comment on fait si on arrive sur un projet où il n'y a pas de test et qu'on nous demande d'écrire des tests? Alors, Il ne faut pas s'enfuir aussi. La fuite est une option, mais là, non. un cas où la fuite n'est pas une option. Alors, il y a probablement plein d'approches. Une que je trouve plutôt pratique, c'est de faire des approval tests, qui s'appellent aussi Golden Master. C'est des tests où en fait, on exécute le programme, on regarde le résultat qui sort. Du coup, il faut trouver un endroit où on peut sortir un résultat. Ça peut être le UI, ça peut être un HTML, ça peut être quelque chose qui va être typiquement assez haut niveau, quoi. Une interface un peu structurante. On va regarder quand on donne un certain input, qu'est-ce qui sort. Et on va dire, le test, c'est que l'input reste l'output qui est sorti la première fois. Il y a des librairies qui sont vachement chouettes pour faire ça. Il y a une librairie qui s'appelle Approval Test, qui est compatible avec tout plein de langages et qui permet de générer tout plein de combinaisons d'input. On lui passe plusieurs collections pour chaque input, plusieurs valeurs possibles, et elle génère une armée d'inputs différents, et ça fait qu'elle génère plein de résultats, elle les stocke dans des fichiers, et après elle est capable elle-même d'appeler un diff, etc. C'est tout bien wrappé pour faire ça. Du coup, ça commence à faire, ça nous permet de donner une sorte de capsule qui est grossière. On ne sait pas si les valeurs sont bonnes, etc. On ne sait pas trop comment elles sont calculées, mais ça nous permet de savoir si on a changé quelque chose quand on change le code. Et du coup, ça permet de mettre une première étape pour changer le code et introduire des tests, et du coup, commencer par refactorer les interfaces pour les rendre bien designés et testables, et du coup, prêtes à se committer, et ainsi de suite. Maintenant, c'est un chemin qui est pavé d'embûches et qui est long, quoi. Et si c'est une grosse code base, je ne pense pas qu'il faut se fixer comme objectif d'avoir un coverage qui soit complet, qui soit parfait dans un temps qui ne soit pas long, quoi. Ouais. Comment tu inclus une stratégie d'imitation testing dans ta réflexion d'interface? Ouais, alors comment est-ce qu'on inclut de la mutation testing dans la stratégie? Alors, mutation testing, tu me dis si c'est à ça que tu penses, c'est des tests, c'est un système de tests qui va changer le code, relancer les tests et vérifier qu'il y en a au moins un qui est rouge. Tester les tests. Voilà, tester les tests, effectivement. Alors, quel rapport, du coup, entre mutation testing et tout le reste? Plus mutation testing, c'est pas plus facile à faire sur du unit testing, mais plus tu vas choisir de te committer sur des interfaces plus grandes, plus ton mutation testing sera plus compliqué à mettre en place. Donc, est-ce que quand par exemple, tu parlais du fait qu'un problème qui n'est pas un problème, c'est de dire, OK, j'ai le login que j'extrais de mon test end-to-end. Quand j'extrais mon login, je peux lui le confronter à du mutation testing et faire en sorte que le test du login soit toujours bon. Mais à ce moment-là, est-ce que justement, tu ne vas pas doubler ta charge si tu veux inclure une stratégie de mutation testing dans ta façon de choisir ou pas ton commitment sur tes interfaces? Alors, j'ai essayé de répéter la question. La question qui contient la réponse et la question. Ouais. Et une autre question, je crois. T'étais prévenu. Donc, la question, c'est de dire, la réponse que tu dis, c'est le mutation testing, c'est plus pratique sur des unit tests. Et moi, j'ai une question, c'est pourquoi c'est plus pratique? Parce que le test, il peut devenir rouge. Pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est plus atomique. Donc, faire des variants d'un morceau de code est atomique, c'est plus facile que faire un variant d'un test end-to-end, par exemple.
Mais si le test, si le framework qui va quelque part dans le code et qui change et que c'est un test qui est end-to-end ou unit test qui est rouge, on a la même info, non? Oui. Tu fais un variant que d'un morceau de ton test, effectivement. Alors, ce n'est plus une question, mais un débat. Du coup, on Oui, va le garder pour la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions de mon débat? Ouais. Je ne sais pas si c'est confidentiel, mais chez Doctolib, par exemple, ça prend combien de temps pour lancer tous les tests? Alors, pour lancer tous les tests en tout, on ne lance pas que les end-to-end, on lance tous les tests quand on les lance. Alors, si on lance tout, ça doit prendre... notre objectif, c'est à peu près un quart d'heure sur la CI. En local, c'est pas possible de tout lancer. Après, dans les faits, en ce moment, ça prend un peu plus. Je pense que ça prend 20 minutes, parfois peut-être sur certains runs un peu plus. Mais en fait, on lance rarement tous les tests. Parce que du coup, ce qu'on a fait quand ça a commencé à devenir un peu trop cher, c'est qu'on a essayé de mettre en place un algorithme qui, pour une paire donnée, décide quel test lancer, en regardant quels fichiers ont été touchés, en se disant, si jamais il y a un test qui ne passe pas par ces fichiers-là, c'est sûr qu'il sera vert, donc c'est pas la peine de le lancer. Donc, quand on lance les tests sur une PR, il y a moins que tous les tests, et du coup, le temps varie en fonction de à quel point le changement qu'on a fait, il est central ou est-ce qu'il est local. S'il est local, c'est pas beaucoup de tests. S'il est central, c'est beaucoup de tests. Après, aujourd'hui, sur Master et sur notre branche de prod, on continue à lancer tous les tests voilà, pour être sûr que si jamais il y a un problème dans cet algo-là, il soit capté, quoi. Mais voilà, donc c'est une réponse à plusieurs contextes. D'autres questions? Ouais. Ouais, du coup, comment est-ce que tu calcules, comment est-ce que tu récupères pour un test end-to-end donné les fichiers qui vont être impactés? Yes, alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour un test end-to-end donné de trouver les fichiers qui sont impactés par ce end-to-end test? Eh ben, on utilise un outil de code coverage pour savoir par où est passé ce test. Donc on lance le coverage sur un test, on voit tous les fichiers qu'il a atteints et on stocke cette info-là et on fait ça pour chaque test. Du coup, on a une sorte de liste de dépendances, quoi. Après, on la retourne. Parce que ça nous permet de savoir quel test dépend de quel fichier, mais quand on a une paire, on a des fichiers, on va savoir de quel on retrouve les tests, quoi. Et du coup, c'est comme une map qu'on inverse, quoi. Et du coup, ça fait ça. Après, là où c'est un peu compliqué, c'est de savoir quand rafraîchir cette map, comment la lire, il y a 10 000 exceptions, etc. Donc le principe est simple, mais quand on l'a implémenté, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de détails qui étaient... on l'a fait nous. Enfin, pas l'outil de code coverage. L'outil de code coverage qu'on a utilisé. Alors, pour Ruby, ça s'appelle SimpleCov. Et pour le front-end, comment il s'appelle? C'est un truc connu, je crois, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bizarre hein, que ce soit à la fois connu que je ne me rappelle plus. Mais... Non, c'est pas CodeCov, c'est Istanbul. Exactement, super connu. C'est même le nom d'une ville, quoi. Exactement. Merci. D'autres questions? Ok, trop bien. Merci à tous.